Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez singulière et souvent méconnue du Paraguay. Bonjour, oui, une histoire vraiment pleine de contrastes. Notre point de départ, c'est 1537, la fondation d'Asunción par un Espagnol, Juan de Salazar. Et ce n'était pas anodin comme démarche. Non, absolument pas. Il y avait cette quête de la mythique Sierra de la Plata, la montagne d'argent, mais aussi il fallait bien contourner les territoires portugais définis par le traité de Tordesillas. D'accord, donc une route alternative. Et c'est là qu'il rencontre les Guaranis, un peuple clé dans cette histoire. Tout à fait. Les Guaranis, c'était un peuple semi-nomade, des chasseurs-cueilleurs. Ils avaient une société bien organisée avec leur chamanisme, leurs pratiques, comme la polygamie. Et même un cannibalisme rituel, mais seulement contre certains ennemis, c'est ça? Oui, les Tupis. Oui. Exactement, c'était dirigé contre leurs ennemis jurés, les Tupis. Et ce qui est frappant, c'est que leur langue, le guarani, est encore extrêmement vivante aujourd'hui, à côté de l'espagnol. Incroyable. Alors, pour explorer tout ça, on s'appuie sur une source académique assez dense qui retrace l'histoire de la colonisation jusqu'à 2021. Oui, un travail de fond qui nous permet de couvrir une très longue période. Notre but, donc, c'est de décrypter un peu les spécificités paraguayennes. On va parler de la colonisation, bien sûr, mais aussi du rôle très particulier des jésuites. Ah oui, les fameuses réductions. Exactement. Et puis l'indépendance avec Francia, cette figure atypique, les guerres dévastatrices ensuite, La Triple Alliance, le Chaco, des moments terribles. les longues dictatures, Stroessner évidemment, et ce chemin difficile vers la démocratie. Alors allons-y, plongeons dans cette histoire. Comment ça commence concrètement après la fondation d'Asunción? Eh bien, Asunción devient rapidement un centre névralgique, la mère des cités comme on dit. Des figures comme Irala vont consolider le pouvoir espagnol. Au début, il y a une sorte d'alliance Une alliance. avec les Guaranis. Oui, les Guaranis voient un intérêt, notamment à obtenir des armes contre d'autres peuples. Mais ça ne dure pas. Très vite, ils sont soumis au système des encomiendas. L'encomienda. Donc en théorie, l'évangélisation, mais en pratique, En pratique, c'était souvent une forme de travail forcé à peine déguisé. Et puis, bien sûr, il y a le choc microbien, les maladies européennes qui font des ravages. C'est un tableau assez sombre. Et c'est là qu'interviennent les jésuites, au début du XVIIe siècle. avec leur réduction. Exactement. À partir de 1609-1610, et ça va durer jusqu'à leur expulsion en 1767, les jésuites vont créer une trentaine de ces missions fortifiées, les Reducciones. Avec un double objectif, si je comprends bien, protéger et évangéliser. C'est ça, protéger les Guaranis des chasseurs d'esclaves portugais, les fameux Bandeirantes qui venaient du Brésil, et en même temps les convertir au christianisme. Et comment ça fonctionnait concrètement, ces réductions? C'était très organisé, un modèle communautaire chrétien assez strict, travail collectif obligatoire pour tout le monde, une discipline assez forte, et la vie quotidienne était rythmée par les pratiques religieuses. Et elles avaient un statut spécial, n'est-ce pas? Des ordonnances royales qui les protégeaient? Tout à fait. Les ordonnances d'Alfaro, en 1611, leur donnent une grande autonomie. Et surtout, elles interdisent aux colons espagnols, aux noirs, aux métis d'y entrer. Ah oui, donc ça les mettait à l'abri ou en encomienda. J'imagine que ça ne plaisait pas à tout le monde chez les colons. Clairement pas. Ça a créé beaucoup de jalousie. Et économiquement, ces réductions étaient loin d'être négligeables. Elles produisaient du cuir, du bétail en quantité, elles approvisionnaient la région. C'est fascinant cette expérience. Mais elle est aussi ambivalente, non? Oui, Source de débat. complètement. C'est là toute la complexité. D'un côté, oui, une protection réelle contre la brutalité des bandeirantes. Les Guaranis des réductions étaient organisés, ils ont même été armés avec l'autorisation du roi. Ils ont eu des succès militaires d'ailleurs, hein? Oui, notamment la bataille de Mbororé en 1641, une victoire importante contre les bandeirantes. Mais d'un autre côté, Il y a un mais. il y a un mais. Certains historiens disent que ce système a aussi cassé les structures traditionnelles guarani, qu'il les a rendus dépendants des jésuites, peut-être moins capables de se défendre par eux-mêmes avec leurs tactiques de forêt. Cette protection avait quand même ses limites. On pense à la guerre des 7 réductions, au milieu du XVIIIe. Exactement, entre 1754 et 1756. C'est lié au traité de Madrid de 1750 entre l'Espagne et le Portugal. Un échange de territoire était prévu. Et cette réduction était concernée. Oui, cette réduction à l'est du fleuve Uruguay devait passer sous contrôle portugais, en échange d'une colonie sur le Rio de la Plata. Les jésuites, bon, ils ont obéi à la couronne espagnole. Mais les Guaranis de ces missions, Eux, ils n'étaient pas d'accord pour être livrés à leurs ennemis. pas du tout. Menés par des chefs comme Nicolas Nenguerou, ils ont refusé et se sont révoltés. Ils ont combattu à la fois les Portugais et les Espagnols. Une guerre assez dure.
Et cette révolte a eu des répercussions jusqu'en Europe. Elle a joué un rôle dans la chute des Jésuites. Elle a clairement alimenté les critiques contre les jésuites. Des rumeurs ont couru sur un soi-disant royaume jésuite secret au Paraguay, les accusant de défier les rois. Le contexte était déjà tendu pour eux, j'imagine. Oui, la montée de l'absolutisme en Europe, la méfiance envers cet ordre religieux puissant et très autonome, tout ça a joué. Résultat, expulsion du Portugal en 1757, puis de tout l'Empire espagnol en 1767. C'est la fin de l'expérience des réductions. Oui, mais fait intéressant, même après leur départ, la couronne espagnole a maintenu une certaine protection pour les Guaranis de ces anciennes missions. Une sorte d'exception paraguayenne, jusqu'aux indépendances. Justement, parlons-en des indépendances. Début du 19e, l'Empire espagnol est secoué par Napoléon. Comment réagit le Paraguay? Eh bien, comme ailleurs, les élites locales rejettent l'autorité française. Mais ce qui est spécifique au Paraguay, c'est qu'elle rejette aussi l'autorité de la junte de Buenos Aires, qui voulait garder le contrôle sur tout l'ancien vice-royaume. Elles veulent leur propre voix. Et c'est là qu'émerge une figure centrale, José Gaspar Rodríguez de Francia. Exactement. El Doctor Francia, un personnage vraiment hors norme. Docteur en théologie, en droit, issu de l'élite créole, mais très méfiant vis-à-vis d'elle. C'est lui qui deviendra El Supremo Dictador. Comment il arrive au sommet? Francia, c'est l'artisan d'une double indépendance. Contre l'Espagne, bien sûr, mais aussi et surtout contre Buenos Aires. Il y a une victoire militaire clé en 1811 contre les troupes de Buenos Aires convoyées par Belgrano. Ça marque les esprits. Et politiquement, il manœuvre bien, hein. Extrêmement bien. Il passe par un triumvirat, une junte, un consulat à deux têtes, pour finalement se faire nommer dictateur pour 5 ans en 1814, puis dictateur à vie en 1816. Et il le restera jusqu'à sa mort en 1840. Une dictature à vie, c'était comment son régime? Autoritaire, j'imagine. Oui, autoritaire sans aucun doute, mais avec une dimension populiste très marquée, au sens premier. Il s'appuie sur le peuple, les petits paysans, contre la vieille élite. Et surtout, pour protéger cette indépendance toute neuve, il impose un isolationnisme quasi total. Le pays se ferme complètement, hein. Presque. Très peu d'échanges avec l'extérieur. C'est radical. Et à l'intérieur, il mène des réformes assez profondes, il me semble. Tout à fait. Il confisque les biens de l'Église et des grands propriétaires hostiles pour créer les estancias de la patrie. Des fermes d'État, c'est ça? Oui, pour assurer l'autosuffisance alimentaire et donner du travail. Il développe aussi l'éducation primaire, publique et gratuite, ce qui était rarissime à l'époque. Et l'Église dans tout ça? Il la met sous contrôle total de l'État. Il nomme les curés, exige un serment d'allégeance. Il supprime même le séminaire d'Assomption. C'est vraiment un contrôle très strict. Et il pose les bases d'une économie autarcique, dirigée par l'État. Et tout ça pendant presque 30 ans, sans révolte majeure. C'est quand même étonnant. C'est assez stupéfiant, oui. On pense que la paix intérieure, la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation, même limité, et une certaine fierté nationale face aux voisins ont joué un rôle. Une sorte de stabilité autoritaire, mais avec une base populaire réelle. Mais cet isolement et ce pouvoir très personnel, ça a dû poser un problème pour la suite, pour la succession, hein. Exactement. À sa mort en 1840, c'est l'incertitude. Il y a une courte période de flottement avant qu'une autre lignée ne prenne le pouvoir, les López. D'abord le père, Carlos Antonio López, puis le fils Francisco Solano López. Eux, ils rompent avec l'isolement de Francia. Oui, c'est une période d'ouverture, mais une ouverture prudente. Ils gardent une politique économique très étatiste et protectionniste. C'est aussi une période de modernisation assez rapide. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent une des premières lignes de chemin de fer en Amérique du Sud, un arsenal, une flotte à vapeur sur le fleuve, le télégraphe. L'agriculture se développe souvent via des coopératives d'État. Le pays a une balance commerciale positive et, chose incroyable, pas de dette extérieure. Pas de dette extérieure, c'est exceptionnel pour l'époque. On parle de miracle paraguayen? Oui, le terme a été utilisé. Mais ce miracle, ce développement autocentré, ça inquiétait beaucoup les voisins. Le Brésil et l'Argentine, j'imagine? Exactement. Le Brésil impérial, l'Argentine qui se construisait, ils voulaient ouvrir le Paraguay au commerce, affirmer leur influence. Et puis il y avait les intérêts britanniques, partisans du libre-échange, qui voyaient ce modèle protectionniste d'un mauvais œil. Les tensions montent. Oui, tensions aux frontières, incidents diplomatiques, ça se multiplie. Et tout ça finit par exploser avec la guerre de la Triple Alliance, 1865-1870. Un tournant tragique. Le pire désastre de l'histoire du Paraguay.
et une des guerres les plus sanglantes du continent. Le déclencheur immédiat, c'est une histoire compliquée en Uruguay. Le Paraguay soutient un camp, le Brésil et l'Argentine soutiennent l'autre. Mais les causes profondes sont ailleurs, hein. Oui, c'est la volonté de Francisco Solano López d'avoir un accès à l'Atlantique et surtout la détermination du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay qui s'alignent, soutenus en sous-main par les Britanniques, de mettre fin à ce modèle paraguayen trop indépendant et d'ouvrir le pays à leurs intérêts. Et les conséquences sont terribles, c'est ça. Apocalyptique. Il n'y a pas d'autre mot. Le Paraguay est seul contre 3 pays. La guerre est d'une brutalité extrême. Les chiffres sont débattus, mais on estime que le pays perd entre la moitié et 70% de sa population totale. C'est énorme. Et chez les hommes adultes, ça pourrait monter jusqu'à 90%. C'est un anéantissement démographique. En plus, le Paraguay perd presque un tiers de son territoire au profit du Brésil et de l'Argentine. L'économie est ruinée, le modèle de développement brisé. Totalement. Le pays est occupé par les Brésiliens jusqu'en 1876. C'est un traumatisme national absolument fondamental dont le pays ne s'est en fait jamais complètement remis. Comment un pays peut-il même survivre à ça? Comment il se relève après? Très, très difficilement. L'après-guerre, c'est la dépendance économique totale. Les ressources naturelles, comme le bois de Quebracho ou le yerba maté, sont pillées par des capitaux étrangers, surtout anglo-argentins et brésiliens. Des compagnies comme l'Industria Paraguaya mettent la main sur des millions d'hectares. Et politiquement? Politiquement, c'est l'instabilité chronique. C'est aussi à ce moment-là, en 1887, que naissent les 2 grands partis qui vont dominer la vie politique pendant plus d'un siècle. Le Parti Colorado, conservateur, les Rouges, et le Parti libéral, les Bleus. Mais ces partis n'apportent pas la stabilité, bien au contraire. Non, pas du tout. Ça ouvre une période de chaos qui dure plus de 60 ans. De 1873 à 1936. Les présidents se succèdent à une vitesse folle, souvent chassés par des coups d'État. On a une quinzaine de présidents Colorado jusqu'en 1904, puis presque 20 présidents libéraux jusqu'en 1936. C'est ingouvernable. Et ce chaos est interrompu par... Une autre guerre, la guerre du Chaco, contre la Bolivie dans les années 30. Encore une histoire de frontières mal définie. Principalement, oui. Le Chaco boréal, une région aride, immense, peu peuplée, était disputée depuis l'époque coloniale. Pour la Bolivie, qui avait perdu son accès à la mer Pacifique contre le Chili, le Chaco, c'était l'espoir d'un accès à l'Atlantique par le fleuve, Paraguay. Et il y avait des histoires de pétrole aussi. Oui, des suspicions alimentées par les grandes compagnies pétrolières. La Standard Oil américaine derrière la Bolivie, la Shell, anglo-néerlandaise, plutôt côté paraguayen. Un incident militaire autour d'un fortin en 1932 met le feu aux poudres. Une guerre moderne, cette fois. Avec des armes nouvelles. Oui, c'est une des premières guerres vraiment modernes en Amérique du Sud. On utilise des avions, des chars, des mitraillettes. Les conditions de combat dans le Chaco sont effroyables. La chaleur, la soif. Et le bilan humain est lourd. Très lourd des 2 côtés, proportionnellement énorme pour ces pays. Mais contre toute attente, c'est le Paraguay qui gagne militairement. Ils sont mieux adaptés au terrain et il y a un élan national très fort. Ils gagnent du territoire? Oui, ils obtiennent la majeure partie du Chaco disputé par le traité de 1938. Même si, petite anecdote, la frontière ne sera définitivement démarquée qu'en 2009. Mais politiquement, cette victoire a une conséquence majeure. Elle renforce énormément le prestige et le pouvoir de l'armée. Les militaires sont les héros du Chaco. Et ça ouvre la porte à une nouvelle ère. L'ère des dictatures militaires, qui va mener à Stroessner. Exactement. L'après-Chaco reste instable, mais l'armée pèse de plus en plus lourd et l'idéologie ambiante devient de plus en plus autoritaire, voire fascistante dans les années 30 et 40. On voit des militaires prendre le pouvoir. Le colonel Franco en 36, le général Estigarribia, héros du Chaco, qui meurt dans un accident d'avion en 40 après avoir instauré une dictature. Puis le général Morinigo. Oui, qui dirige d'une main de fer jusqu'en 1948, avec une guerre civile très violente en 47. C'est dans ce climat de violence, de chaos et de domination militaire que va finir par émerger Alfredo Stroessner. Stroessner. Il prend le pouvoir en 1954. Il y reste 35 ans. C'est l'une des plus longues dictatures du continent. Qu'est-ce qui caractérise son régime? C'est une dictature d'extrême droite, férocement anticommuniste. Ça lui a valu d'ailleurs le soutien des États-Unis pendant longtemps, en pleine guerre froide. Stroessner, lui-même militaire, fils d'un immigré bavarois, s'appuie sur 2 piliers. Le Parti Colorado,
qu'il transforme en machine de contrôle total. Un parti quasi unique, en fait. Oui, l'opposition est soit inexistante, soit fantoche. Et l'autre pilier, ce sont les forces armées, bien sûr. C'est une dictature personnelle, très centralisée. Les élections sont des farces pour le réélire tous les 5 ans. Économiquement, on associe souvent Stroessner au barrage d'Itaipú, construit avec le Brésil. Oui, Itaipú, c'est le grand projet de l'époque. Une source énorme de revenus pour l'État, mais aussi le symbole d'une corruption gigantesque et systémique. L'économie sous Stroessner, elle repose beaucoup sur la contrebande de fiscalité. Cigarettes, alcool, voitures, plus tard la drogue. Ça enrichit le clan au pouvoir, les militaires fidèles. Et il y a aussi la question des terres. Ah oui, des millions d'hectares de terres publiques sont distribués aux partisans du régime, ce qui aggrave encore les inégalités agraires, un problème historique au Paraguay. Mais ce qui marque surtout ces 35 ans, c'est la répression, non? Une répression féroce, systématique. La torture est une pratique courante, institutionnalisée. La pileta, cette simulation de noyade dans des excréments, est tristement célèbre. La police politique est partout. Qui sont les victimes? Les opposants politiques, les syndicalistes, les étudiants, les paysans qui luttent pour la terre. Ils sont arrêtés, torturés, beaucoup sont assassinés ou forcés à l'exil. On estime qu'un tiers de la population a vécu en exil à un moment ou un autre sous Stroessner. C'est énorme. Et les peuples indigènes? Eux aussi ont beaucoup souffert. Les Hachés, en particulier, ont été victimes de persécutions terribles. Massacres, vols de terre, enlèvements d'enfants. Certains parlent même d'ethnocide. Et puis, il y a le plan Condor. Le régime Stroessner y participe activement. Cette collaboration criminelle entre les dictatures du cône sud pour pourchasser les opposants partout. Le Paraguay devient aussi un refuge pour des criminels nazis, comme Joseph Mengele, qui a vécu des années. Internationalement, il était très isolé, à part ses liens avec les autres dictatures. Oui, très anticommuniste, il rompt avec Cuba, soutient Pinochet et il maintient des relations avec Taïwan contre la Chine populaire. Comment un régime aussi long et aussi dur finit par tomber? C'est assez ironique. C'est un coup d'État de l'intérieur. Dans la nuit du 2 au 3 février 1989, Stroessner est renversé par son propre concerdre, le général Andrés Rodríguez Pedotti, qui était aussi un homme clé du régime et commandait l'armée la plus puissante. Pourquoi? Des luttes internes? Oui, des luttes de pouvoir au sein du Parti Colorado et de l'armée. Et puis, le contexte international avait changé, la guerre froide finissait, les pressions augmentaient. Stroessner s'exile au Brésil, où il mourra en 2006 sans jamais avoir été jugé. Et c'est Rodríguez Pedotti qui lance la transition démocratique, mais lui-même était une figure controversée, non? Son nom était lié à la corruption, à la contrebande. Très controversé en effet. Il était richissime et sa fortune était largement suspecte, mais il engage quand même une libéralisation. Il lève l'état de siège, légalise la plupart des partis, sauf le Parti communiste au tout début. Il rétablit la liberté de la presse, abolit la peine de mort. C'est ça. Une nouvelle constitution démocratique est adoptée en 92 et il est l'un des artisans de la création du Mercosur en 91 avec l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay. Mais la corruption, elle reste, profondément. Alors comment ça se passe après lui? Est-ce que la démocratie s'installe vraiment après 1993? Eh bien, c'est là que ça se complique. On voit à quel point c'est difficile de rompre avec le passé. La démocratie qui s'installe est très fragile, pleine de crises, et les anciennes structures de pouvoir, notamment le Parti Colorado, restent très fortes. Le premier président civil élu, Ouasmossi, en 93, a eu des difficultés. Oui, beaucoup. Il était Colorado, il a fait face à une grande agitation sociale et même à une tentative de coup d'État en 96, menée par un autre général très influent et trouble, Lino Oviedo. Et les crises s'enchaînent. Il y a eu le Marzo Paraguayo en 99. Oui, Marzo paraguayen, un moment très tendu. Le vice-président Argaña, un rival d'Oviedo au sein du Parti Colorado, est assassiné. Ça déclenche d'énormes manifestations. Le président Cubas Grau, accusé de protéger Oviedo, doit démissionner. Ça montre la fragilité des institutions. Les présidences suivantes restent marquées par cette instabilité, la corruption. Oui, que ce soit González Macchi après la crise de 99 ou Nicanor Duarte Frutos, un autre Colorado de 2003 à 2008. C'est une constante. Mais en 2008, il y a quand même un événement majeur, l'élection de Fernando Lugo. Ah oui, ça c'était un vrai tremblement de terre politique. Lugo, ancien évêque, issu de la théologie de la libération. Il réussit, à la tête d'une large coalition de gauche et du centre, à battre le Parti Colorado. C'était la fin de 61 ans de pouvoir ininterrompu. Un espoir immense. Un espoir qui n'a pas duré longtemps, malheureusement.
Non, malheureusement. La présidence Lugo a été très difficile. L'opposition Colorado était majoritaire au Parlement et lui a mis des bâtons dans les roues. Il avait des tensions dans sa propre coalition et toujours ses conflits sociaux, surtout sur la question de la terre. Et ça se termine par le massacre de Kurugati et sa destitution. Exactement. Juin 2012. Des affrontements très violents entre paysans sans terre et policiers font 17 morts. Ça sert de prétexte au Parlement pour le destituer en 24 heures. Une procédure ultra rapide, très contestée. Qualifié de coup d'État parlementaire par les voyants? Oui, par beaucoup de pays d'Amérique latine et d'observateurs. Le Paraguay a même été suspendu du Mercosur pendant un temps. Ça a surtout montré que les vieilles structures de pouvoir étaient encore bien là et capables de se défendre. Et donc, le parti Colorado revient très vite au pouvoir. Très vite. Il y a un court intérim du vice-président libéral, Federico Franco, qui favorise l'agrobusiness, autorise les OGM. Et dès 2013, le parti Colorado gagne les élections avec Horacio Cartes. Cartes, un profil très différent de Lugo, un homme d'affaires richissime. Oui, un magnat du tabac, des boissons, de la banque. Son nom est souvent cité dans des affaires de contrebande, de blanchissement, d'évasion fiscale. Les Wikileaks, les Pandora Papers s'en ont parlé. Son mandat, de 2013 à 2018, c'est l'attraction des capitaux étrangers, une certaine croissance grâce au soja, mais sans toucher aux inégalités. Il a essayé de changer la Constitution pour se représenter, mais il y a eu de grosses manifs en 2017 et il a dû renoncer. Il avait aussi déplacé l'ambassade en Israël à Jérusalem. Oui, une décision très controversée, mais son successeur est revenu dessus. Et ce successeur, qui était en poste jusqu'en 2021 d'après notre source, c'est Mario Abdo Benitez, encore un Colorado et avec un lien familial direct avec l'ère Stroessner. Oui, c'est assez frappant. Mario Abdo Benitez, élu en 2018, est le fils du secrétaire particulier de Stroessner. Il vient de l'aile la plus conservatrice du parti. Son mandat a été marqué par quoi? Le retour de l'ambassade à Tel Aviv, comme vous disiez, un accord sur l'énergie d'Itaipú avec le Brésil qui a fait scandale et a dû être annulé, une politique fiscale pro-riche, une gestion critiquée du Covid, et il a maintenu la ligne pro-Taïwan anti-Chine populaire. En 2021, le parti Colorado était donc toujours solidement aux commandes. C'est fou. Quand on regarde toute cette histoire depuis 1537, on voit vraiment des phases très contrastées, souvent dramatiques. C'est tout à fait ça, une histoire vraiment singulière. Il y a eu cette expérience unique des jésuites, puis l'indépendance précoce et l'isolement souffranciat avec ce développement autocentré. Qui est brutalement interrompu par la guerre de la Triple Alliance. La catastrophe absolue, oui, qui ouvre une longue période d'instabilité, de dépendance, puis la guerre du Chaco qui renforce l'armée, ensuite la chape de plomb de Stroessner pendant 35 ans. Et depuis 89, ce retour à la démocratie, mais une démocratie qui semble toujours fragile, toujours sous la menace. Exactement. Menacée par la corruption endémique, par des inégalités sociales et surtout agraires qui sont criantes, et par ce poids écrasant du parti Colorado qui, malgré la parenthèse Lugo, semble presque impossible à déloger durablement. C'est vrai que ces constantes, le pouvoir Colorado, les inégalités, la corruption, traversent les siècles, c'est impressionnant. Et c'est paradoxal pour un pays qui, bien qu'enclavé, a joué un rôle dans la fondation du Mercosur et qui a une position stratégique avec ses fleuves. Tout à fait, ces contrastes, cette histoire si particulière, ça soulève une question fondamentale, peut-être pour conclure. Après un tel parcours, entre l'isolement, les guerres, l'autoritarisme, comment le Paraguay peut-il aujourd'hui faire face aux fantômes de son passé ? Les fantômes de Stroessner, l'emprise du parti Colorado, les inégalités. Voilà, comment concilier cet héritage lourd avec les défis du XXIe siècle, avec les aspirations démocratiques, dans une Amérique latine qui bouge beaucoup elle aussi. Est-ce que le pays peut enfin briser ces cycles de violence, d'instabilité, d'autoritarisme qui ont marqué son histoire ? C'est une question qui reste, je crois, largement ouverte.